Première vidéo sur Roland Garros, on va se régaler, je vais vous régaler tous les jours sur Service Volé. Si tu ne veux rien manquer des temps forts du tournoi parisien, n'hésite pas à t'abonner. Juste ici, mon très cher Goat, Tsitsipas frôle le choke, Djokovic parle de sa relation très spéciale avec Nadal et le drama Sabalenka, c'est le programme délicieux de ton premier digest de Roland Garros et on attaque juste après ça. Et on attaque ce premier côté réseau de Roland Garros avec le petit dramounet des familles entre Sabalenka et Kostyuk ce matin. Les deux joueuses qui ne se sont pas serré la main, il y a une Ukrainienne, une Biélorusse. Le public parisien n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, du coup ils se sont mis à siffler et ça a nécessairement provoqué des réactions outrées de la part des deux camps. Alors d'abord Kostyuk qui a dit « Je veux savoir ce qu'ils en penseront dans 10 ans quand la guerre sera finie. Je ne pense pas qu'ils se sentiront bien ». On peut se poser la question, est-ce que les gens étaient vraiment au courant de ce qui allait se passer? Est-ce que ce cours central n'est pas rempli de Ténix? Ça peut être une question légitime. Alors la réaction de Sabalenka n'a pas tardé à fuser également. Elle a dit en jaune « Sur la guerre, je l'ai dit beaucoup de fois, personne dans ce monde, et ça comprend les athlètes russes et biélorusses, ne soutient cette guerre. » Elle a continué en disant « Je sais que c'est pas personnel, elle ne mérite pas de quitter le court comme ça. » Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, que à Roland Garros, que à Paris, que cette situation arrive alors que ça fait des mois et des mois que les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne serrent pas la main des joueuses et des joueurs russes et biélorusses. Voilà, un public parisien toujours difficile à lire, un peu lunaire. La deuxième info de ce côté réseau est beaucoup plus réjouissante car c'est notre Arthur Fils national qui s'est imposé à Lyon hier. Très belle victoire, surtout la demi-finale complètement dingue avec la balle de match annulée, etc. Il a réussi à remporter la rencontre malgré des crampes. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié après cette rencontre, c'est ces mots, cette ambition chez Arthur Fils. Il l'a dit il y a quelques mois, il veut des grands chelems, il veut être numéro 1 mondial, il y a vraiment une grosse ambition chez ce joueur. Alors on lui dit, est-ce que tu t'attendais à remporter ce titre? Je ne m'y attendais pas forcément, dit-il, ça va vite depuis le début de l'année, mais il ne faut pas s'arrêter. Et en jaune on lui dit, vous entrez dans le top 100 à l'issue de ce tournoi. Il répond, ça ne m'était pas venu à l'idée, c'est cool, ça n'est pas la finalité, ce n'est pas ce que je recherche, mais c'est une bonne étape. Donc vous voyez, il y a vraiment un plan de carrière, des ambitions qui sont très marquées, et je le tweetais justement après cette victoire, je disais, magnifique premier titre pour Arthur Fils à Lyon, le résultat d'une belle maturité et d'une très grosse ambition. N'en déplaise aux grincheux, la suite s'annonce radieuse. Et c'est ça aussi en France, c'est qu'on a vu les réactions que ces déclarations ont suscité. Il y a pas mal de personnes, notamment dans les commentaires, sur Twitter, les réactions globales. En France, ça a un petit peu de mal à connecter cette ambition. Lui, je trouve que il rêve grand, il a envie des meilleurs titres et des meilleures places, et on va suivre sa progression de très près. Il jouera contre Fokina au premier tour à Roland Garros. Ce tournoi de Roland Garros 2023 est également l'occasion de fêter les 40 ans déjà de la victoire de Yannick Noah qui est juste placé derrière moi, et justement il a donné une interview à La Nation juste avant le tournoi et c'était l'occasion de parler des trois monstres, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, et il nous livre ses impressions sur ce trio en jaune. Pendant 15 ans, nous avons eu 3 des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Donc lui déjà, pour lui c'est clair, c'est pas les 3 meilleurs, mais ils font partie évidemment du top 10. En bleu, selon lui, Federer était un artiste. Il est très difficile de survivre dans un sport aussi puissant et fort en tant qu'artiste, ce qui est une vertu de Roger. Il a fait des choses avec la raquette que je n'ai jamais vues. Federer a fait tout ce que les grands ont fait, et plus encore. Le deuxième joueur, c'est Rafa, et Nadal est son petit chouchou, vous allez le voir en orange. Rafa des 3 est celui que j'aime le plus, car il respectait les ramasseurs de balles, les gens des transports, les gens quand il n'y a pas de caméra. Si vous pensez à des choses au-delà de ce que les gens mesurent, Rafa est de loin le numéro 1. Parmi les 3, c'est mon préféré, dit-il. Par contre, avec Djoko, il n'y a pas vraiment de connexion particulière. Il le dit, Djokovic, je ne suis pas désolé, mais je ne sais pas pourquoi. Les deux autres ont plus de charisme. Je ne suis pas attiré par lui. Quand il gagne une balle de match, je ne me connecte pas avec lui. Pourquoi pas, tous les goûts sont dans la nature, et puis bon, il exprime ses sentiments, il va pas se forcer si c'est pas son kiff. Par contre, on lui a posé une question sur Carlos Alcaraz, et il a répondu, je ne l'ai pas beaucoup vu, je veux le voir plus, mais je pense que c'est un mini Nadal. Et là, je me pose la question, je me demande si Noah, il est encore bien connecté avec le tennis actuel pour dire une dinguerie pareille.
Djokovic, justement, était en conférence de presse avant le début du tournoi et il s'est livré sur ses sensations physiques avant le tournoi, mais également sur l'absence de Rafa, et vous allez le voir, toujours des mots intéressants du côté de Novak. Alors il l'a dit en bleu ciel, hein, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de victoires avant d'arriver ici, mais pour être honnête, un grand chelem, c'est presque un autre sport, et c'est ce que je me tue à vous dire depuis des mois maintenant. Le best of 5 n'a rien à voir avec les matchs en 2-7 gagnants, c'est vraiment un autre sport, une autre galaxie, ça convoque d'autres ressources. En vert, il explique: jouer au meilleur des 5-7 un jour sur deux, je pense que c'est un avantage pour moi, cela me laisse le temps de bien récupérer et de monter en puissance. On lui a également posé la question des records, surtout le record en grand chelem, et Djokovic n'a pas botté en touche, il l'a expliqué: si je joue encore aujourd'hui à 36 ans, c'est pour tenter de battre le plus de records et de m'inscrire encore plus dans l'histoire du tennis, c'est quelque chose qui me motive et m'inspire extrêmement. En bleu, plus tôt dans l'année, j'ai dit que ma priorité était les grands chelems, et c'est toujours le cas, je n'ai pas de gêne physique qui me tracasse, et c'est le plus important pour moi. On se souvient, hein, la coudière sur la préparation terre battue, donc là, manifestement, il n'y a plus de séquelles, il va pouvoir disputer ses premiers matchs sans souci physique. Il y a un autre truc également à noter, important, hein. Il a 22 grands chelems comme Rafa, ça vous le savez, mais surtout à 36 ans, il a jamais fait la course seul en tête au niveau des grands chelems. Ça paraît quand même assez dingue hein, quand on réfléchit à tout ça. Alors, on lui pose la question sur Rafa, qui fait partie de son histoire. Il a été, je trouve, super sympa avec Rafa, des mots vraiment élogieux. Il a expliqué: Rafa a marqué l'histoire du tennis, mais il a aussi su conquérir le cœur des fans à travers le monde, et il le mérite bien par son charisme et sa façon d'être, tout autant que par son héritage. En orange, il est toujours là, et je le respecte beaucoup, et je l'admire pour ça. Ça, c'est quand même assez beau, assez fort. Je sais à quel point il est difficile de rester à ce niveau de jeu, à quel point c'est difficile de revenir après une blessure sérieuse, après tout ce qu'il a traversé. Quand il a annoncé que la prochaine saison serait la dernière, c'était un choc pour tout le monde. Il dit, hein, les gens me demandaient ce que ça me faisait. En fait, il a été mon plus grand rival, et le savoir sur le départ, c'est comme si une part de moi me quittait. C'est ce que je vous disais dans la vidéo quand, à chaud, je vous expliquais ce que ça faisait aussi aux fans de tennis de voir ce gars-là potentiellement partir. On a l'impression de perdre un peu quelque chose, et c'est démultiplié, bien sûr, avec Novak hein, qui a affronté 59 fois Rafa. Il y a eu 59 matchs entre les deux loustiques, c'est un truc de zinzin. Il est l'une des personnes qui a eu le plus d'impact sur ma carrière. Il a été une motivation permanente pour continuer à jouer et à rester compétitif face aux jeunes qui poussent. Qui mieux que lui aurait pu jouer ce rôle? C'est beau, hein, c'est un bel hommage quand même, je trouve. Bien sûr, cela me fait aussi penser à ma propre carrière et à combien de temps elle va encore durer. Je ne compte pas faire d'annonce aujourd'hui, mais j'y pense. Cela m'émeut un peu d'en parler d'ailleurs. C'est beau. Et on enchaîne avec le point tactique, 2 matchs au programme, et commençons par la défaite, la belle défaite encourageante d'un Français, comme d'habitude, dans les premiers tours de Roland-Garros. Et j'ai trouvé ce match super intéressant dans l'opposition de style. Constant Lestienne qui est l'embrouilleur de service, un peu à la Fabrice Santoro, quoi. C'est un peu le magicien, El Mago, et de l'autre côté, Karen Khachanov qui, avec ses 8 neurones, essaye de mettre en place un jeu basé sur la force. Donc la dinguerie ici, hein, un 1-2 à 128 km à l'heure, première balle, tout va bien, et on dépose la petite amortie là, Deliciosa, et tenez-vous bien, on a une stat incroyable, Lestienne, il a servi à 38 km à l'heure de moins en moyenne en première par rapport à double K. Et pourtant, il y a eu match. Une autre image qui m'a régalé, c'est ça, quoi. 31 ans, le mec, et ça croque dans la vie, quoi. Ça fait plaisir de voir un Français comme ça. Il souriait dès qu'il faisait un point un peu spectaculaire. Il soulevait la foule comme ça. Nonobstant, un peu de sérieux, un peu d'analyse tactique. 53 coups gagnants, 45 fautes directes pour Karen Khachanov. On a un total délicieux de 15 aces également. Et en fait, c'est un peu la puissance hein, qui a prévalu dans cette opposition. L'Etienne qui a un peu manqué de jus sur la deuxième partie du match. Et puis les roucoulettes, à un moment donné, ça n'a pas suffi. Manque également de densité physique. Ici, on a un revers long de ligne plutôt sympathique de la part de Khachanov, et la défense elle est un peu difficile hein, pour l'Etienne. Il va sortir son coup droit en largeur, double K qui va s'imposer, mais on n'est vraiment pas passé loin de l'upset hein. Il y avait 2-7-0 et un Langlaine en furie. On enchaîne avec la deuxième analyse, mais d'abord je voulais vous faire une petite observation. Je trouve que Apostolo, Tsitsipas et Petros, il y a un petit air de Tintin et Milou, non? Il fait, je sais pas, il doit faire 50 degrés dans la pièce, là, je dégouline, comme Stefanos d'ailleurs, hein, qui n'a vraiment pas dégouliné de confiance lors de cette opposition. J'ai trouvé double faute ici dans ce troisième jeu, suivi d'un revers approximatif, hein, il y a eu pas mal de bois. La position, en fait il a plus du tout de confiance avec ce coup, c'est un truc de malade. Du coup il a couru après le score dans la première manche, il va réussir hein, malgré tout à 5-4, service Vesely pour le set, à débriquer et à remporter ce premier set. Bon an mal an, Steph qui mène 2-7-0 face à un Vesely qui est tout en puissance, hein, vraiment il n'a pas le gabarit pour aller faire des grandes courses, donc dans la latéralité c'est compliqué pour ce joueur.
Par contre, bah, si tu le joues sur le corps, bah, il va t'envoyer des bûchasses. Ici, un joli contre, beaucoup de longueur, et il va réussir dans un deuxième temps à appuyer sur la faiblesse structurelle de Stefanos sur le revers. Derrière, 2 fautes directes pour Steph. Et on bascule à 2-7-1, alors que bah, typiquement, un joueur comme ça, un favori ou outsider, à vous le placer comme vous voulez, il doit mettre le couvercle en 3-7. Ce match laborieux, cette peur bleue, elle s'est aussi exprimée là, au service. Là, vous le voyez, il a le break dans le début de la 4e manche. Et qu'est-ce que tu fais sur balle de break? La double. Tu regardes le clan, t'es vraiment en perdition, et c'est là que tu vois que bah, la préparation, elle n'a pas été top depuis l'Open d'Australie. Les résultats, ils sont assez moyens pour Stefanos. Il s'est séparé de Philippoussis, ça vous le savez. Il a dit après, bah, j'ai besoin d'avoir une seule voix simplement dans mon clan. Il n'y avait pas la maman d'ailleurs dans le clan, il y avait le frère. Et bah, c'est un peu, je trouve, la cacophonie au niveau de ses schémas, au niveau de sa clarté d'esprit, et surtout en termes d'exécution, quoi. Et surtout le côté revers. Quoi de mieux que cette palette hein, pour vous exprimer ça? Regardez la position au retour. C'est complètement absurde. Alors certes, Vesely est gaucher, donc allez, ton pied droit, il peut être ici, juste sur la ligne de couloir peut-être. Mais là, en fait, il a juste pas du tout envie de se prendre un service sur le revers. Alors qu'est-ce que va faire Vesely? Il va servir là, côté coup droit, il va faire un service gagnant. Mais ça montre à quel point il a aucune croyance actuellement en ce coup. Il va réussir quand même hein, dans le tie-break de tous les dangers dans le 4e à sauver 4 balles de 7, à s'éviter un 5e set. Moi ce que j'ai remarqué aussi dans ce match, c'est, bah, je vous le disais, des schémas de jeu pas très clairs, pas très intelligents. On a un gabarit, un tank, hein, c'est Tortank en face. Il faut spammer les petites amorties, il faut le faire courir. C'est plutôt Vesely qui l'a fait. 17 amorties pour Vesely, 9 pour Stefanos simplement. Et même je trouve qu'il a pas assez travaillé la latéralité du côté de Vesely. On voyait dès qu'il y avait des courses à faire latérales et vers l'avant, bah, c'était très laborieux, très lourd. Donc Steph, c'est un joueur qui est un peu en mode survie actuellement. Ça veut pas dire qu'il va pas réussir à monter en puissance. On a déjà vu ça dans l'histoire du tennis, hein, des joueurs qui commencent un peu mal, qui arrivent pas forcément très bien dans des grands chelems, mais tu gagnes 2, 3, 4 matchs, puis tu arrives en quart de finale et tu sais jamais. Hein. Donc on peut présager de rien, mais je trouve que la forme de Stefanos, la mauvaise forme de Stefanos, s'est confirmée sur ce premier tour. Et on se termine avec la reco du jour. Les matchs à ne manquer sous aucun prétexte de Meng, et on a un Pernod Ricard à 11h sur le Langlen qui va forcément être une giga dinguerie. On a également Novak Djokovic et Carlitos qui vont jouer. Ce sera respectivement sur le Châtrier et le Langlen en début d'après-midi. Et puis bah, j'aurai un regard un petit peu tendre sur nos jeunes Français, Tuturfis et Van Hache, qui sont programmés à peu près au même moment, hein, donc c'est pas forcément génial. Et puis j'ai une petite dernière recommandation à vous faire, c'est un magnifique documentaire qui est sorti sur l'épopée de Yannick Noah en 83, 3 épisodes, Benjamin Rassa qui a retrouvé les 7 joueurs que Noah a battus lors de ce run, un sublime documentaire, je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment un truc qui va vous plaire je pense, et on se retrouve demain pour la suite du tournoi parisien. Des gros bisous.